et on se retrouve sur le Grand Paris pourra-t-il ses promesses écologiques. Merci d'être déjà arrivé, vous êtes efficace. Je crois qu'on n'a oublié personne, non, tout le monde est là, si. Emmanuel Verling, bah oui, le vice-président de la région. Nos équipes disent qu'il est déjà là. Yann, où êtes-vous? Non, pas encore, je ne vois pas encore. S'il vous plaît. Excusez-moi, j'échange en interne. On va y arriver, hein, vous en faites pas. Ouf. Est-ce que Yann Verling est dans les parages, s'il vous plaît? On m'a dit qu'il était arrivé. Merci d'être ponctuel. Enfin, je crois qu'on est un peu en avance, en fait. On enchaîne. Bon. C'est l'objectif du siècle, je ne vous apprends rien, la neutralité carbone en 2050. On ne va pas attendre 30 ans pour s'y mettre. Les bâtiments, les transports, l'industrie, pour ne citer que, doivent atteindre des paliers très contraignants dès 2030. Et ça tombe bien, on veut se projeter à 2030. La transition écologique représente en outre, comme vous le savez, 35 des 100 milliards du plan de relance 2021-2022, en attendant le fameux plan d'investissement sur mesure. Jérémy Almosny, vous allez avoir la chance de commencer. Vous êtes le nouveau directeur régional de l'Agence de la transition écologique, dite l'ADEME, pour l'Île-de-France. L'ADEME, il faut le rappeler en 2 secondes plutôt, c'est le bras armé de l'État pour financer la transition écologique. Vous travaillez à la fois avec les entreprises, les particuliers, mais aussi les collectivités, qui sont votre cœur de cible. Voilà Yann. Bonjour Yann Verling. Je vais commencer par lui. C'est vous qui deviez commencer, donc on va commencer. Just on time. Voilà. Je vais m'asseoir aussi. Alors, Yann Verling, jusqu'à peu, vous étiez ambassadeur de France, chargé des questions d'environnement dans les négociations internationales. On ne va pas vous appeler votre Excellence, mais monsieur le vice-président de la région Île-de-France, chargé de la transition écologique, du climat et de la biodiversité. La région Île-de-France, c'est plus le triple A, c'est le triple Z. C'est le zéro artificialisation des sols, c'est le zéro émission nette, c'est le zéro déchet, mais c'est aussi le zéro diesel, le zéro thermique, le zéro passoire thermique. Donc comment allez-vous aider les collectivités franciliennes à s'adapter au dérèglement climatique? Alors, bonjour et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je pense que c'est un enjeu qui doit être partagé d'abord en premier lieu, c'est-à-dire que la région Île-de-France s'est donné ses objectifs de tous les aides que vous avez donnés là, mais c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir qu'on construise avec les collectivités locales, et pas que d'ailleurs, hein, aussi avec tous les acteurs du territoire qui possiblement sont évidemment les acteurs économiques et puis tous les acteurs même les citoyens. Enfin, je veux dire, c'est une responsabilité totalement partagée. Alors, comment on va aider? On va aider avec une multitude de dispositifs qui existent d'ores et déjà et qu'on va encore déployer davantage. On a une action évidemment très forte dans le domaine de l'économie circulaire pour faire en sorte que nous allions plus en plus dans une logique d'utilisation circulaire des ressources, hein, arrêter de chercher. Je pense par exemple à la question aujourd'hui de la construction. On veut mettre le paquet sur la filière bois-construction. Et il y a du bois en Île-de-France, il y en a même beaucoup. Et on a vraiment à structurer cette filière. Donc nous avons une action très forte dans la structuration de la filière du bois-construction pour faire en sorte qu'il y ait plus de construction bois en Île-de-France, qui là, pour le coup, on est vraiment dans un modèle très, très, très vertueux. On a un vaste chantier qui va devoir s'engager et qu'on va engager sur, vous l'avez dit, sur l'adaptation au changement climatique. On est encore aujourd'hui à être davantage dans le curatif que dans le préventif sur le changement climatique.
Il faut s'y mettre en fait, en réalité, je ne peux pas vous le dire autrement, c'est-à-dire que demain on peut avoir 49 degrés comme au Canada, on peut avoir des inondations comme en Allemagne et en Belgique, et donc il va falloir faire des investissements, et là on va mettre autour de la table tous les acteurs concernés, notamment par exemple sur la lutte contre les inondations, parce que aujourd'hui il faut faire en sorte que les cours d'eau aillent là où on a envie qu'ils aillent et pas là où on n'a pas envie qu'ils aillent. Voilà, il faut travailler avec la métropole qui a cette compétence de la GEMAPI et pas de GENEPI pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Absolument, c'est pour ça qu'on a vocation à mettre tout le monde autour de la table. Ça ne peut pas. Vous voyez bien, l'Île-de-France, on ne peut pas la raisonner. Alors, c'est un sujet que vous abordez pendant tous ces travaux-là aujourd'hui, mais la notion même de Grand Paris, à l'échelle régionale, ça a sa pertinence sur la question des inondations. On ne peut pas raisonner la question de la lutte contre les inondations à des échelles territoriales trop petites. La Seine traverse l'ensemble de la région, bien évidemment, et bien au-delà. Et donc, il faut avoir un raisonnement qui mette tous ceux qui sont concernés par l'amont, l'aval des cours d'eau autour de la table pour notamment, c'est la conviction qu'on a, privilégier les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire permettre aux cours d'eau de pouvoir aller dans des zones d'expansion de crues, dans des zones humides. Donc tout ceci, ça fait partie aussi des dispositifs d'aide de la région aujourd'hui. Nous sommes très très présents aujourd'hui sur l'appui à la création de zones humides nouvelles pour précisément faire en sorte que demain, s'il y a des inondations, elles soient absorbées, sans mauvais jeu de mots, par la nature plus que par les villes. On pourra parler biodiversité du coup aussi grâce à ça tout à l'heure. Jérémy Almosny, on l'a refait, nouveau directeur régional de l'Agence de la transition écologique, ADEME, Île-de-France, ancien de GRDF, puisque on a un représentant à table, ancien au niveau national chef transport mobilité. L'ADEME, donc bras armé de l'État pour financer la transition écologique aux côtés des entreprises et des particuliers. Les collectivités, c'est aussi votre cœur de cible. Comme on a encore des maires dans la salle, allons-y. Quelles sont les principales demandes qui remontent et quels moyens mettez-vous en face ? Écoutez, merci avant tout pour cette invitation et ravi de me retrouver finalement dans cette table ronde avec beaucoup de collègues, d'une certaine manière, collègues de la transition écologique, étant donné qu'on œuvre finalement dans cette direction ensemble. Alors effectivement, les collectivités, c'est cœur de cible, mais ce n'est pas que. Je pense qu'on peut citer aussi les acteurs économiques et les entreprises qui sont clairement la cible visée par l'accélération qu'on a essayé de porter avec France Relance et les nombreux dispositifs qu'on a mis en œuvre. Mais si on prend le temps d'évoquer l'action vis-à-vis des collectivités, déjà repartons de l'étendue de leur rôle. Elles sont prescriptrices, avec des plans, avec des stratégies, avec des ambitions portées sur leur territoire. Elles ont un rôle de mobilisation de l'énergie citoyenne, des acteurs économiques, aussi de faciliter le développement de ces projets. Et puis elles ont aussi un rôle, d'une certaine manière, d'investisseurs pour faire des choix sur comment intégrer les enjeux de transition écologique, d'adaptation sur leur territoire. Et finalement, l'offre ADEME doit répondre un peu à tout ça. Donc on essaie d'intervenir à l'ensemble de ces dispositifs, donc, que ce soit apporter de l'expertise, du conseil auprès de ces collectivités via des dispositifs un peu intégrés. En l'occurrence, on a lancé la semaine passée cette nouvelle formule territoire engagé pour la transition écologique qui vise tout simplement à donner des clés pour adopter des politiques climat ambitieuses, mais aussi des politiques économie circulaire et déchets. Et puis on a bien sûr des dispositifs d'accompagnement, en particulier ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'ingénierie territoriale. Donc on a la capacité de financer des vrais programmes relais ambitieux pour donner de la compétence et engager des chantiers de transformation pour la mise en œuvre, et puis bien entendu des actions de financement. Et là, le financement, il va de l'étude de faisabilité. J'ai une ambition concrètement vers quoi je vais. En l'occurrence, en ce moment, c'est le sujet de l'hydrogène qui émerge beaucoup. On va 7 milliards dans le plan de relance, oui. Voilà, donc on voit beaucoup d'études de faisabilité sur le sujet. Qu'est-ce qui vous demande des stations de recharge, de la production sur site Alors, si on prend un chiffre, sur l'année 2020, on a à peu près soutenu sur 250 projets, un tiers sont des collectivités territoriales. Et donc, grosso modo, sur les actions menées, c'est à peu près 20 millions d'euros mobilisés, principalement sur les sujets énergie. On a beaucoup d'actions autour de la chaleur renouvelable et en particulier de la méthanisation. Et puis, des sujets autour de l'économie circulaire qui figurent véritablement comme un levier de gestion des déchets, etc., mais vraiment aussi un levier de développement économique pour essayer de faire muter les acteurs économiques du territoire. Yann a cité le secteur du BTP. On voit effectivement des acteurs franciliens extrêmement intéressés d'intégrer cette notion de l'économie circulaire.
en se tournant vers des matériaux biosourcés, en essayant de travailler revalorisation. C'est extrêmement intéressant. Donc il n'y a pas trop le choix maintenant avec la réglementation environnementale 2020 qui va arriver le 1er janvier. Il faut passer aux biosourcés et aux géosourcés. Effectivement, la réglementation fait effet, je ne vais pas dire couperet, mais fait un effet d'accélération. Donc on accompagne la mise en œuvre de ces réglementations, mais on voit que l'appétence est là et qu'en tout cas on dispose de moyens pour accompagner cette accélération. Vaste programme. Hélène Milot, directrice de l'action régionale d'EDF en Ile-de-France. Vous êtes le groupe, pas vous, le premier énergéticien du pays. Vous avez évidemment un rôle majeur à jouer dans la décarbonation du territoire. Est-ce que vous disposez de tous les leviers nécessaires? On n'a pas parlé de la REVA 20, mais vous allez jouer aussi un rôle, sans parler du décret tertiaire pour les bâtiments existants. Alors, César, vous l'avez dit, oui, EDF, on est un acteur déjà engagé dans la décarbonation, bien sûr, du Grand Paris et plus largement de l'Île-de-France et même au-delà. Peut-être pour reposer le sujet, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, quelques éléments de contexte. Ce qu'il faut savoir en Île-de-France, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles proviennent à près de la moitié, à près de 50% du bâtiment et à près d'un tiers du transport. Voilà, donc ça c'est quand même une équation qu'il faut bien poser parce que c'est pas la même chose dans d'autres territoires, bien évidemment en France. Donc une fois qu'on a ces éléments, nous on cherche à agir sur 3 leviers, 3 piliers de la décarbonation, de la transition énergétique. D'abord le premier levier, on ne l'a peut-être pas évoqué depuis ce matin, mais c'est quand même le levier le plus efficace et sur lequel EDF aussi on s'engage, c'est bien sûr la sobriété énergétique, la maîtrise des consommations énergétiques. On le dit, mais je le porte, l'énergie la plus verte et la moins chère, c'est d'abord celle qu'on ne consomme pas. Et là-dessus, EDF, on a des solutions, des outils pour la maîtrise des consommations dans le bâtiment, autour d'outils de pilotage, en y mettant bien sûr de l'intelligence artificielle, des contrats de performance énergétique, où on s'engage dans la durée et on reverse bien évidemment aux clients une partie de ce gain. Voilà, ça c'est des solutions qu'on est capable de développer dans le bâtiment. Autre levier, pour être un peu rapide, c'est bien sûr la substitution des usages. Et donc si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui est quand même le sujet pour relever le défi climatique, c'est d'arrêter d'utiliser des énergies fossiles et d'aller vers des énergies vertueuses, des énergies décarbonées. Et là aussi, on a une forte ambition, y compris en Île-de-France, bien évidemment, autour du bâtiment, du transport. Je citerai bien évidemment la mobilité électrique, sur laquelle on est extrêmement engagé. On a aujourd'hui, on exploite et on a installé 3000 bornes de recharge en Île-de-France. Et bien sûr, on continue et on a une offre aussi pour répondre à ces besoins. Et puis peut-être pour aller sur un sujet un peu plus innovant, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui, on s'engage aussi sur la mobilité hydrogène, une mobilité d'avenir dans lequel on est encore aujourd'hui en phase d'expérimentation. Mais c'est aussi la force d'un grand groupe comme EDF, c'est de pouvoir aller sur des sujets un peu pionniers, en embarquant un écosystème, parce qu'on est bien là, on ne peut pas y aller tout seul. Vous pouvez aider à structurer la filière qui est aujourd'hui complètement éclatée. C'est bien la volonté et sur les projets, notre façon de faire, c'est vraiment d'engager les acteurs du territoire et c'est aussi un des rôles que j'ai en tant qu'action régionale et je remercie un certain nombre des participants à cette table ronde parce qu'ils sont aussi nos soutiens, c'est aussi avec eux qu'on porte ces projets pour de la mobilité lourde, puisque c'est essentiellement quand même ces usages-là qui sont pertinents pour l'hydrogène. Et puis, on a parlé de l'axe Seine aujourd'hui, et là encore, EDF aussi a une ambition sur l'axe Seine, puisqu'on développe aussi un projet de mobilité hydrogène sur l'axe Seine, mobilité pluviale. Donc voilà, on s'engage aussi sur des projets innovants. Et puis dernier pilier rapidement, bien évidemment, c'est la production d'énergie renouvelable, puisque c'est comme ça aussi qu'on arrivera à décarboner. Et là, peut-être je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je voudrais partager avec vous quand même un levier extrêmement puissant en Île-de-France et sur lequel il y a encore du potentiel, c'est bien sûr la géothermie. Et là encore, c'est une spécificité francilienne. C'est une ressource assez abondante en Île-de-France. C'est une ressource inépuisable, abondante. Aujourd'hui, il y a une centaine de réseaux de chaleur, mais on peut encore aller plus loin. Et là aussi, on porte des solutions et des ambitions, des investissements sur le développement de ces réseaux de chaleur. Merci Hélène Milot. Marianne Lauradour,
vous êtes une habituée du sommet, vous connaissez bien cette région, vous étiez encore jusqu'à peu directrice régionale de la Banque des Territoires Île-de-France, cette entité de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, vous êtes la grande patronne de la biodiversité à la Caisse des dépôts. C'est une préoccupation qui monte, hein, on en parlait tout à l'heure, le ZAN, le zéro artificialisation nette, consacré dans la loi climat et résilience, qui a été promulguée il y a un mois tout pile. Comment vous les accompagnez, ces collectivités territoriales, dans ce sujet qui peut paraître parfois un peu complexe, avec des promoteurs aussi qui veulent construire, voilà. Comment vous faites ? Oui, je suis effectivement ravie, César, d'être avec vous ce soir de nouveau au sommet du Grand Paris et ravie d'être sur cette tribune, sur cette question fondamentale du Grand Paris écologique. Peut-être pour répondre à votre question et pour rebondir sur vos propos introductifs, vous disiez l'objectif du siècle, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est vrai. Je crois qu'on aura aussi, d'ici 2050, de grands objectifs sur la biodiversité. Alors on attend tous, bien sûr, la COP15 qui ne s'est pas encore tenue et qui va se tenir pour une partie cette année, pour une autre partie en 2022, qui va probablement donner des objectifs de même niveau d'ambition d'ici 2050. On parle dans le draft des Nations Unies, on parle de préserver, donc arrêter les atteintes à la biodiversité d'ici 10 ans et restaurer, puisque la biodiversité, elle se restaure lorsqu'elle n'est pas complètement éteinte d'ici 2050. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une convergence pour des crises. Convergence de la crise climatique et convergence de la crise de la biodiversité. Ces deux crises d'ailleurs qui s'auto-alimentent dans un phénomène revolving, qui s'auto-alimentent sur leurs causes et sur leurs effets. Et quand on traduit en chiffres, en métriques, les publications de la communauté scientifique, on sait qu'à peu près 35% des écosystèmes naturels ont été détruits. On sait qu'il y a 1 million d'espèces aujourd'hui qui sont menacées sur les 7 à 8 millions connus. Et on sait, parallèlement, que la nature rend des services à l'économie inestimables, en fait estimables, puisqu'on l'estime à 33 000 milliards de dollars. Donc c'est effectivement des chiffres et des données qui sont très importantes. Et une des pressions sur la biodiversité, sur la nature, sur les écosystèmes, c'est l'artificialisation des sols, d'où cette loi climat et résilience de août de cette année, qui d'ailleurs est en fait dans une longue évolution des lois sur l'urbanisme qu'on a vues depuis le Grenelle 1, Grenelle 2, la loi NOTRe qui donne des responsabilités aux régions, chère Yann, dans les stradettes sur la gestion des espaces. Le schéma régional d'aménagement du Absolument. Développement du territoire. Et le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est maintenant le SDRIFE environnemental. Bravo César, vous êtes imbattable sur les lois d'urbanisme et sur la planification de l'urbanisme. Donc le zéro artificialisation nette, le concept il est très simple. Si on artificialise 1 mètre carré de terrain, on doit désartificialiser 1 autre mètre carré de terrain. Ça, c'est une équation qui est facile. En réalité, c'est évidemment une injonction qui est très complexe à réaliser. À CDC Biodiversité, on a chiffré sur l'Île-de-France les impacts sur les 10 ans des projets à venir. C'est 8000 hectares qui seront artificialisés si on fait l'ensemble des projets. Donc, comment on fait alors ? Le sujet, effectivement, du ZAN est un sujet totalement fondamental. Alors, comment faire ? Bon, bien sûr, des opérateurs comme CDC Biodiversité, on peut apporter des réponses, d'abord à travers notre système d'information géographique qui permet d'identifier les zones qui seront artificialisées, et ça, vous les connaissez tous dans ce sommet du Grand Paris, mais aussi on peut identifier les zones qui ont été dégradées, mais qui présentent un potentiel écologique fort et qui permettront de faire cette politique de compensation des sols pour ensuite, évidemment, renaturer et préserver la biodiversité. Donc ça, c'est
c'est un point évidemment important. Le deuxième point qui nous semble fondamental, c'est que cette politique du ZAN, elle soit intégrée au meilleur niveau, évidemment, du pilotage stratégique, qu'on la retrouve donc on va retrouver tous vos schémas, César, dans les STRADET, dans les SCOT. Vous avez oublié les SCOT. Schéma de cohérence territoriale, il qui est dépend de la formidable. métropole du Grand Paris. Et évidemment, ensuite, dans les PLU. Et lorsque, Plans locaux d'urbanisme. absolument. Et lorsqu'en fait, ce pilotage stratégique va permettre d'avoir un équilibre entre ce développement économique, il est impératif de maintenir évidemment et de continuer l'équipement en énergie, en mobilité, mais de connecter tout ça avec la nature pour avoir un territoire résilient. Et je crois voir aussi cette ZAN, bien sûr, on va tous la voir comme une contrainte, mais aussi peut-être le voir comme une opportunité. L'opportunité d'abord de remettre évidemment la nature dans la ville, dans la zone très dense du Grand Paris. Et ça, on sait aujourd'hui que la société civile l'appelle de ses voeux. Donc ça, c'est important. Mais aussi une opportunité pour voir la ville différemment, ce recyclage urbain dont vous avez dû parler dans votre journée. On a parlé avec la ministre du Logement tout à l'heure. Voilà, de ce recyclage urbain, de voir différemment cette construction de la ville sur la ville dans une vision extrêmement cohérente, extrêmement attendue, qui permettra d'avoir aussi en Île-de-France un territoire résilient pour nous et pour les générations futures. Merci Marianne Loradour. On ne construit plus sur les ponts de la Seine, mais la Seine est un véritable réservoir de biodiversité. N'est-ce pas Olivier Jamet, président de la communauté portuaire de Paris? Alors moi, je suis bien moins un spécialiste que les autres intervenants du tour de table, puisque je suis un acteur du fleuve et plus un témoin du coup de la biodiversité. Mais on est un peu actif, puisqu'on va en parler, on va vers la transition écologique des flottes. C'est vrai que la biodiversité, par rapport à ce que Marianne Loradour disait, nous on a la chance, elle progresse en fait sur la Seine. Donc en termes de diversité, on est passé de 7 espèces piscicoles à une trentaine. Donc en termes de diversité, en tout cas, on progresse. En termes de biomasse, en termes de quantité, là je fais le scientifique, mais donc je ne suis pas sûr que ça progresse autant, mais on a une vraie diversité. Moi, à titre personnel, j'avais une compagnie à Boulogne, Billancourt, donc en plein site urbain, et quand on faisait tomber un arbuste, on ramassait, il y avait des écrevisses dedans, et des saumons aussi à cet endroit, malgré le barrage de Suresnes, malgré l'écluse de Suresnes. Donc en fait, la Seine est une source plutôt est plutôt dans une situation favorable en termes d'amélioration de la biodiversité. Et puis ça va aller en progressant avec Paris 2024 où la Seine doit être rendue baignable. Voilà, exactement. Donc on y travaille beaucoup dans la perspective des JO, puisqu'en fait, là, l'objectif de tous, c'est de rendre la Seine baignable. En tout cas, c'est l'objectif politique, et donc on le suit. Et donc pour ça, en fait, on relie les bateaux pour que les eaux sales soient collectées dans le réseau urbain. Et donc on n'aura plus de rejet dans la Seine des bateaux. Et puis nous-mêmes, au niveau donc de la communauté portuaire, au titre des acteurs du fleuve, on s'est mobilisé collectivement pour faire une transition écologique des flottes. C'est-à-dire, en fait, le transport fluvial est déjà en soi écologique, puisque c'est à peu près 4 fois moins d'impact que la route en termes de CO2. Et vous pourriez en mettre 4 fois plus. Comment ? Et vous pourriez en mettre 4 fois plus. On pourrait être bien meilleur encore, on pourrait diviser par 10 encore ça, dans le cadre de l'effort que l'on conduit actuellement de transition écologique des 150 bateaux commerciaux sur la flotte du Bief de Paris. Et en cela, on a été largement aidé par certains des acteurs autour de moi aujourd'hui, et notamment Marianne Loradour au niveau du financement de cette transition écologique. Et donc, on a une mobilisation assez unique. En fait, on n'a pas d'exemple de ce type en Europe où les acteurs se soient mobilisés comme ça. Et pourquoi on s'est mobilisé ? Parce qu'en fait, c'est un secteur très artisanal, le fleuve, à différence des autres modes de transport. Et donc, on ne peut pas, à l'échelle d'un seul armement, d'une seule flotte, d'un seul bateau, réaliser la transition écologique. C'est trop complexe, en fait. Donc, on devait amortir ça sur la collectivité. Et c'est pour ça que vous allez être aidé par un énergéticien ici présent, Bertrand de Saint-Gly,
directeur territoire Île-de-France, pour verdir vos flottes. Juste avant On de dire t'entend un pas. mot sur les flottes, on a une spécificité sur le Grand Paris, c'est que l'essentiel de l'énergie est importé. Donc je pense qu'on a un devoir collectif dans cette transition écologique de réinventer, alors on ne va pas réinventer le Grand Paris, il y a déjà des actions qui sont en cours, mais de réinventer la façon dont on utilise et on produit l'énergie sur le territoire du Grand Paris. Et puis aussi, on a 2 chantiers immenses qui ont été rappelés par Hélène Millot sur la rénovation des bâtiments et la mobilité durable. Et je pense qu'on a des atouts avec la région Île-de-France sur la mobilité durable, puisque on va être dans la première région d'Europe, en tout cas qui va faire cette transformation sur les transports publics terrestres, avec en 2029 la totalité des bus qui seront propres, 70% des bus rouleront au biogaz. Donc voilà, c'est une transformation qui est en cours. Là, on est en 2021, on le voit déjà, mais c'est une révolution qui s'inscrit. Et c'est dans cette réflexion qu'on s'est dit avec Olivier Jamet, on s'est dit, mais les transports publics terrestres, ça avance très vite. Il y a une impulsion régionale au travers d'Île-de-France Mobilité et qui impacte directement le Grand Paris pour 2025. On s'est dit, mais ça va être quand même un peu bizarre, c'est qu'en 2024, on nous annonce que dans la zone urbaine dense, alors je ne sais pas si c'est la métropole du Grand Paris, j'ai été un peu déconcerté tout à l'heure, mais dans la zone urbaine dense, on ne pourra pas avoir de diesel en 2024. La zone à faible émission, c'est dans la moitié des 131 communes de la métropole du Grand Paris. Donc dans les zones, pas de véhicules. C'est l'intérieur de la 86. Pas de véhicules particuliers au diesel. 2024, plus de thermique en 2030. Et on voit une flotte de bateaux sur la Seine qui semble d'une autre génération. Donc je ne sais pas du tout critique, mais en tout cas qui est d'un âge moyen que Olivier serait donné, plutôt au-dessus de 50 ans. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble sur le fleuve. Il y a une opportunité. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Dans la moyenne, il y a des moyenne haute ou plus moyenne basse et des moins. Et donc on s'est dit tous les deux, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il y a une réflexion qui est en cours. Là, je crois qu'il y a même le bateau aujourd'hui qui est à Gennevilliers, qui est en cours d'examen pour le transformer, pour l'aménager. Et c'est une solution qui est assez innovante. Ça consiste à faire un bateau avec un moteur électrique et une production d'électricité à partir de gaz sur le bateau. En fait, on résout... C'est mieux que l'hydrogène, la pile à combustible, votre affaire. C'est-à-dire que ce sont que des solutions qui sont techniquement connues, parce que il y a plein d'idées formidables, mais si on veut faire des trucs avant 2025, il faut quand même utiliser des technologies connues. Donc là, on a des technologies connues, on a des systèmes de stockage connus, on a des systèmes d'avitaillement qui sont éprouvés. Et donc voilà, ça c'est un peu je ne dis pas que c'est un miracle, en tout cas c'est ce qu'on veut faire. Notre objectif, c'est d'arriver à le faire en 2024, parce que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une super vitrine. Donc avoir ces premiers bateaux qui sont au carrefour de gaz et électricité. Donc moi, je trouve que c'est une très belle image. On a eu l'occasion hier et je remercie les syndicats qui sont très investis sur ces sujets-là, parce que c'est aussi une spécificité du Grand Paris, le CIGEF et le CICTOM. On a fait une manifestation à Gennevilliers. C'est des syndicats intercommunaux dont j'ai oublié la signification des cycles. Si, CIGEF, gaz et syndicat électricité intercommunal d'Île-de-France, et puis il y en a un qui doit être collecte et traitement d'ordures ménagères. Voilà, bravo. Merci Bertrand de Singly de le faire donc, à ma place. On a fait cet exercice avec l'ensemble des acteurs de l'Axe Seine. Il y avait aussi le représenté port de Seine-Maritime. Donc c'est vraiment, on va voir tout l'Axe Seine pour regarder comment on peut adapter cette solution. Et puis pour vous dire, parce que c'est une question qui est souvent posée en disant oui, ok, super, il y a une technologie, elle existe, on va la mettre en place, mais d'où va venir le gaz? Et donc on a eu l'occasion, je prends 2 exemples d'unités de méthanisation qui ont été cofinancées par les régions et par l'ADEME, donc, qui sont à moins de 500 mètres de l'Axe Seine. Il y en a une qui est au Mureau, opérée par Suez. La semaine dernière, on était avec l'ADEME pour l'inauguration de Equimet. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est à Écuelle, à Moréloin et Orvannes. Et ceux qui connaissent le centre EDF des Renardières, c'est juste en face. Donc, quand vous êtes sur le site de méthanisation... C'est en Seine-et-Marne, il faut préciser. C'est en Seine-et-Marne et juste à côté de la Seine. Donc il y a des unités de production de gaz vert qui sont là, qui demain alimenteront les bateaux sur l'Axe Seine. Donc on a toutes les cartes en main pour faire cette révolution. Et je pense que le fluvial, c'est une excellente illustration au-delà de ce qui est déjà engagé sur la mobilité terrestre. Moret-et-Loing qui a été peint par Sisley il y a un siècle. Justement, monsieur le vice-président de la région,
vous avez failli vous faire attaquer par un moustique. C'est la preuve que la biodiversité revient. Peut-être était-il tigre. Ah, oula. Tant que c'est pas une mouche tsetse, ça va aller. Une des premières décisions qu'a prise Valérie Pécresse avant de se déclarer candidate à l'élection présidentielle, c'est de lancer 80% de son programme régional. Et notamment une prime de 6 000 € justement pour les habitants qui veulent passer leur voiture électrique, justement à cause de la zone à faible émission qu'évoquait Bertrand Singly, ou faire du rétrofit. On change son moteur thermique et on met un moteur électrique. Et justement, ça c'est un sujet justement sur lequel vous voulez aller, aussi développer des nouvelles formes de mobilité et inciter les Franciliens à changer de motorisation. Inciter, d'abord, il y a une réglementation maintenant qui est d'application, puisque la ZFE concerne donc l'intérieur de la 86, donc c'est quand même un bassin de population très très important. En lien avec la métropole, nous avons d'ailleurs décidé d'accompagner effectivement cette réglementation nouvelle, parce que évidemment, c'est évidemment absolument nécessaire qu'on ait cette politique de réduction de la pollution de l'air avec la mise en place de ce type de réglementation. Je le rappelle au passage, c'est pas simplement parce qu'on a envie de le faire, c'est aussi parce qu'on est obligé de le faire. On a une injonction de l'Union européenne et on est sous infraction régulière, donc il faut qu'on agisse. Donc de ce point de vue-là, il était absolument nécessaire d'agir. Mais par contre, ce qui aujourd'hui est une priorité, c'est de faire en sorte que personne ne soit laissé sur le bas-côté, sur le côté du chemin de cette transition vers des mobilités plus propres. Et donc les dispositifs que la région a adoptés, qui sont les mêmes que celles de la métropole, c'est d'accompagner les foyers les plus modestes à pouvoir effectivement se procurer un véhicule propre. Donc on a effectivement mis en place une aide de 6 000 €, qui peut aller jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'un véhicule propre, dont les critères E, enfin les critères les plus élevés, pour voilà, que tout le monde puisse avoir un véhicule propre. J'ajoute un point, c'est que nous avons un autre axe de travail qui aujourd'hui va être, je pense, très structurant à l'avenir, c'est que nous avons, comme beaucoup, constaté que les Franciliens ont switché massivement sur l'usage du vélo. Donc on a déjà commencé lors de la dernière mandature avec... Ça avance le RER vélo ? Alors, d'abord, premièrement, on a, nous, mis en place une offre qui a un grand succès, qui est le Véligo. Le vélo en location longue durée. Voilà, le Véligo, le Véligo, pardon. Produit en France. Qui effectivement est un vélo électrique en location longue durée. Et ça a un grand succès, qui montre bien qu'il y a une demande effectivement très forte aujourd'hui des Franciliens de pouvoir se déplacer à vélo, parce que les distances, somme toute, eh bien d'abord pour tous ceux qui utilisent les transports en commun ou la voiture, se rendent compte que c'est de plus en plus difficile de circuler dans des temps raisonnables, que ce soit en voiture ou en transport en commun. Et le vélo peut être une alternative extrêmement intéressante, d'autant plus quand il est électrique, parce qu'évidemment, il y a une petite assistance qui nous aide à ne pas souffrir trop et arriver complètement en nage au travail le matin. Donc ça, c'est déjà un premier point, et que c'est un grand succès, et on va continuer sur cette lancée-là. Et le deuxième, c'est évidemment l'axe de circulation, donc le RER vélo que vous avez mentionné. Effectivement, il est lancé, ça y est, on est parti. Beaucoup d'associations cyclistes portaient ce projet depuis longtemps, nous l'avons lancé. Donc effectivement, à terme, d'ici quelques années, nous avons l'ambition de mettre en place, un petit peu comme on a le modèle dans les pays du nord de l'Europe, d'avoir de manière structurante dans la région Île-de-France, sur des axes qui sont bien déterminés, donc nord, sud, est, ouest et transversal dans tous les sens, un véritable réseau de vélos express, c'est-à-dire qu'on pourra circuler rapidement d'un point à un autre de l'Île-de-France à vélo. Et ça, c'est très important pour le développement de ce mode de transport qui, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, a le vent en poupe. Il n'y a pas encore de mini-éoliennes sur les vélos électriques pour les faire avancer. Jérémy Almosny, il y a déjà des VAH, des vélos à hydrogène, qui existent en Dordogne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est remonté jusqu'aux oreilles quand vous étiez chef transport et mobilité à l'ADEME? C'est les vélos Pragma. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez financer, accompagner? Parce que ça rejette que de l'eau, donc c'est bon pour la biodiversité, Marianne Lorado. Alors, c'est pour faire la transition. À l'ADEME, on essaie d'avoir une approche
technologiquement neutre, donc essayer plutôt de parler de système et voir finalement comment on peut encourager des actions qui vont en faveur d'une mobilité maîtrisée, sobre, etc. Donc sur la place du vélo, avant toute chose, je rejoins ce qui vient d'être dit, on voit que c'est extrêmement important d'encourager son développement. C'est un des leviers franciliens pour parvenir aux objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et aux enjeux bien sûr sanitaires liés aux émissions de dioxyde d'azote, parce qu'on est condamné en Ile-de-France, donc il faut le rappeler. On est condamné. On est condamné par le Conseil d'État sur les émissions de dioxyde d'azote et le secteur des transports est le Bien premier. sûr. Donc il faut trouver des moyens. On a les transports collectifs qui sont clairement un levier, mais on a aussi pour les mobilités du quotidien, le vélo. Et je voulais juste citer ce chiffre-là, c'est intéressant. Vous me donnez vous me tendez une perche pour mettre en exergue mon ancienne casquette de chef du service transport de l'ADEME. Une étude a été publiée la semaine passée justement sur l'évaluation des services vélos et leur impact sur les usagers et le système vélo au global. Et on voit que les services vélos sont très complémentaires. Alors pour m'expliquer, une aide à l'achat, les vélos écoles, des services vélos en entreprise sont véritablement des leviers pour passer au vélo, de passer vraiment à l'usage. Et puis tout ce qui va concerner ateliers d'autoréparation ou encore stationnement sécurisé permet véritablement de pérenniser. Donc finalement, lorsqu'on soutient le développement du vélo, il faut penser à tout ça. Il faut penser, on va dire, au démarrage et après comment faire pour pérenniser la démarche. Et vous donner un chiffre extrêmement intéressant. 63% des personnes qui ont bénéficié d'une aide à l'achat pour un vélo ont fait le choix de baisser de l'ordre de à peu près 160 km par mois l'usage de la voiture et 230 pour l'usage d'un vélo électrique. Donc c'est un peu des chiffres globaux, mais ça témoigne et ça indique l'opportunité qu'offre le vélo. Mais si vous me permettez, enfin si tu me permets César, c'est qu'on se tutoie, mais Jamais sur scène. jamais sur scène, pardon César. Mais je voulais parler d'adaptation parce que c'est un sujet qu'on évoque de plus en plus. Je vous ai évoqué tout à l'heure d'actions que porte l'ADEME pour accompagner des politiques climat ambitieuses au niveau des territoires, mais on sent qu'il y a cette nécessité d'accompagner davantage pour faire de l'adaptation un vrai pilier structurant des politiques climat locales. Et pour ça, je voulais juste faire la promotion d'un outil en libre accès gratuit à la main des collectivités, c'est l'outil TACT. Donc c'est Le nom est un peu malheureux. Tarte. TACT, T-A-2-C-T. Oui, Donc Tarte. TACT, donc un outil qui permet vraiment d'accompagner les collectivités dans une démarche de l'identification des vulnérabilités. Est-ce que je suis soumis aux enjeux d'îlots de chaleur urbains? Est-ce que je suis soumis à des risques d'inondation? Est-ce que moi-même, au niveau de mon territoire, les effets de retrait et gonflement d'argile me concernent? Donc voilà, je vous liste un peu des terminologies techniques, mais c'est exactement ça que ça permet de dessiner pour derrière construire un plan d'action, parce que derrière le diagnostic c'est très bien, mais allons vers l'action. Et on a un outil qui permet aussi d'évaluer ce que l'on met en œuvre, est-ce que finalement on arrive à enclencher le pas autour de l'adaptation. Donc c'était une question qui était posée, comment on fait pour y aller? Là c'est un exemple concret qui est disponible sur l'étagère. N'hésitez pas à nous solliciter en tout cas pour y aller, quoi. Merci. Hélène Milot, comment on fait justement avec les territoires? Est-ce que vous aussi, vous leur dites, il y a une plateforme pour vous renseigner? Oui, on a une plateforme justement pour accompagner les collectivités, les territoires sur un diagnostic énergétique. Et ça, c'est aussi la force d'EDF et la force. Là, j'embarque les 2000 chercheurs qui travaillent en Ile-de-France dans nos 3 grands laboratoires de recherche. Et c'est la chance et la force d'EDF, c'est d'avoir justement cette puissance aussi de réflexion sur le moyen terme, sur le long terme, travailler aussi sur des scénarios de prospective énergétique et qui permettent d'avoir et d'ouvrir notre savoir, nos données à disposition des territoires, des collectivités pour construire les meilleures solutions énergétiques. J'ai essayé de montrer très rapidement tout le bouquet de solutions qu'on propose, multi-énergie. On a des solutions industrielles, mais nous, notre volonté, c'est vraiment qu'elles s'adaptent au territoire. Et là, c'est toute la force aussi de l'innovation qu'on peut apporter autour notamment de l'intelligence artificielle, de ces diagnostics du territoire pour porter la solution la plus appropriée au territoire. Vous faites quoi avec l'IA?
Pardon ? Avec l'intelligence artificielle, vous faites quoi? Typiquement dans les systèmes de pilotage des consommations énergétiques. Machine learning de base, en fait. C'est ça? Et exactement, de la modélisation, des modèles, des IoT, hein, des objets connectés sur le bâtiment qui renvoient de l'information et qu'on traite avec de l'intelligence artificielle. Juste un petit point, parce que je vois que le temps passe et je ne suis pas sûre de réavoir la Vous parole. en faites pas, ça va aller. Très rapidement. Ça va. Moi, il y a un sujet quand même On va dépasser. dont on n'a pas parlé depuis le début de la matinée et sur lequel j'ai et EDF on porte une très forte conviction. C'est le sujet quand même des forces vives de la transition énergétique, les femmes et les hommes pour réaliser cette transition énergétique. Et moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu en termes de compétences dont on n'a pas forcément parlé. Je lisais encore dans la presse récemment, dans la filière industrielle, c'est 70 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Il n'y a pas de candidats sur ces postes-là. Et là, je lance aussi un appel, hein, parce que c'est comme ça qu'on travaille EDF. La volonté, c'est bien sûr, on ne peut pas faire seul, surtout sur ces sujets-là. Mais nous, voilà, on est très engagés pour essayer de rendre plus attractifs ces métiers de la transition énergétique, organiser les filières de formation. Alors, bien sûr, avec tous les partenaires, l'État, il y a du financement via France Relance. Il faut mobiliser aussi l'éducation, les territoires, parce que c'est de l'ancrage territorial. C'est dans les territoires que se feront ces projets, avec les lycées, avec les organismes de formation, pour former les talents de la transition énergétique. Et si on veut réussir cette transition énergétique, je le redis, on ne l'a pas dit depuis ce matin, mais il faut vraiment qu'on ait les femmes et les hommes qui ont les compétences et qui soient formés pour réaliser et porter toutes ces solutions. Et moi, je le dis en toute transparence, aujourd'hui, nous à EDF, hein, on se bride sur certains secteurs, certains marchés, parce qu'on n'a pas les compétences pour aller plus loin. Et tout le monde l'a dit, ça pour le coup on l'a dit depuis ce matin, il faut accélérer la transition énergétique, mais si on va accélérer, il faut aussi qu'on ait les femmes et les hommes pour la réaliser. On va vous tourner votre voisine féminine. Marie-Laure Adour, la biodiversité est un sujet encore jeune, mais on peut encore sensibiliser, éduquer, former. Les régions financent des formations. Comment on peut faire progresser ce sujet? Quels sont les leviers? Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Marie-Hélène Milot en matière de transition énergétique comme en matière de biodiversité. Le sujet des compétences, des savoirs, des transmissions des savoirs et de la formation est véritablement central. Je disais tout à l'heure que la biodiversité s'invite massivement aujourd'hui dans le débat, notamment à l'aune de la nouvelle loi climat et résilience. Mais en fait, la biodiversité, c'est un terme, c'est même une notion qui est en fait très jeune. Le terme a été dit pour la première fois au colloque de Washington en 1986. Et donc, à la fois, on a cette urgence à agir, et je rejoins tout ce qui a été dit, et à la fois, on a une notion extrêmement jeune, avec des solutions fondées sur la nature qui sont à trouver, avec des solutions de renaturation, des innovations écologiques à penser. Et donc, il faut vraiment aussi mettre le sujet des compétences au centre du débat. Alors, évidemment, dans la première niveau de réponse, il y a ce qu'un opérateur comme CDC Biodiversité, comme d'autres, peut faire en termes de formation. Hein. Donc nous, on est organisme agréé. On peut aller évidemment sur site, faire des solutions, des formations sur mesure. Mais c'est long. La formation, c'est long. Et je crois qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et il me semble que dans la mesure de l'empreinte de biodiversité, il peut y avoir des solutions assez centrales. C'est ce qu'on fait là aussi au niveau de CDC Biodiversité. On a développé un outil de mesure des atteintes de la biodiversité au niveau d'un groupe. Alors ça peut être au niveau d'un groupe comme EDF, comme un groupe industriel. Ça peut être au niveau d'un établissement financier. Et on a fait tout un système d'information. Alors c'est très compliqué comme métrique pour arriver à calculer au niveau de l'activité globale d'un groupe son atteinte à la biodiversité. C'est des systèmes d'information et de la gestion de données
très, très, très puissante. Mais on a, ça s'appelle le GBS, le Global Biodiversity Score, et on commence à pouvoir calculer ça. Donc ça, je crois que c'est très, très important en termes de diffusion des savoirs, de compréhension des sujets, de mesurer soi-même, au niveau de son activité, son empreinte sur la biodiversité. Et puis on a aussi des solutions qui sont plus, d'ailleurs je le dis aussi pour Yann Werling, on est en train de faire le GBS pour les collectivités publiques. Et là, on est en train donc on est dans une phase expérimentale et l'objectif c'est de mesurer l'empreinte en biodiversité, en atteinte de biodiversité des politiques publiques. Donc là, évidemment, on est sur des systèmes d'information. Vous allez vous amuser avec le millefeuille. Exactement. Et juste pour finir, je sais que on va dépasser, on a Marianne, dépassé de 2 minutes 41, mais c'est pas de ma faute. Hein. Je dis une responsabilité collective. Hein. Non, on a aussi des solutions grand public qui s'appellent Ortilio. Là, on l'a mis par exemple sur l'Essonne, qui est un abécédaire des plantes et qui est destiné en fait aux propriétaires de jardins. Donc d'abord, qui permet de définir, d'aider, d'accompagner dans les bonnes espèces à mettre dans son jardin en fonction du site sur lequel on se trouve. Et puis en lien en fait avec la collectivité locale, on a des formules d'animation, de gestion et d'accompagnement de tous les citoyens qui le souhaitent pour les aider et les accompagner dans cette gestion individuelle de leur jardin. Et ça aussi, je crois qu'il faut à la fois être sur les grands groupes qui ont des atteintes très fortes, mais à la fois communiquer vis-à-vis de la société civile. Et c'est parce que c'est évidemment, comme on le disait, l'ensemble des acteurs qui va permettre de jouer et d'atteindre nos objectifs. Gerdev, vous êtes prêt à passer au scanner de la biodiversité? On passe déjà au scanner de l'empreinte carbone de façon très régulière, à la fois dans un plan métrique, on va dire national, et puis après à la demande des collectivités, dans le cadre des contrats de concession. Donc voilà, on n'est pas encore dans la métrique biodiversité, mais on sera certainement prêt à le faire. Je voulais aussi dire un mot, puisque je n'ai pas fait référence à la Banque des territoires tout à l'heure, que par rapport à cette idée un peu de révolutionner l'axe Seine sur le fluvial, alors je ne sais pas si ça sera dans le pacte qu'a appelé le président Ollier, mais j'ai entendu ce matin qu'il y avait 26 milliards qui étaient à la Caisse des dépôts, qui n'étaient pas tous dépensés, qu'il y avait beaucoup d'argent et qu'il y avait des idées. Je pense qu'avec les gens qui sont acteurs sur le fluvial et avec le soutien indéfectible de la Banque des territoires, on peut accélérer. Donc, il faut aller voir Richard Curnier maintenant. Ce n'est plus Marianne Loradour, la Banque des territoires. Oui, mais je lui passerai le message. Voilà, je pense qu'il se... Je ne sais pas si Richard est encore avec nous ou pas. Olivier Jamet, on a déjà parlé de la biodiversité avec vous, mais on a un peu effleuré quand même le sujet de la formation. Est-ce que ça va être former des métiers demain aussi? Vous disiez que le fluvial aujourd'hui c'était un peu artisanal. Oui, c'est un très beau métier qui plaît beaucoup, mais qui n'est pas assez connu. Donc on doit drainer beaucoup. Parce qu'en fait, le credo qu'on a, c'est que, je pense que d'autres en ont parlé mieux que moi aujourd'hui, le consommateur final va avoir accès à l'impact carbone de ses produits. Et quand il aura cette information-là, les marques vont changer en fait leur logistique et elles vont massivement utiliser le fleuve beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Et donc tout ça, il va falloir y répondre par des hommes, parce que comme le disait Hélène, ça passe par des hommes qu'il faut former. Et donc nous, en même temps, ça prend un certain temps de former des équipages, des pilotes. Donc il faut anticiper et il faut le faire dès maintenant. Merci. Pour un dernier tour de table, je vous demanderai chacun et chacune en 1 minute de donner une idée pour inspirer la COP26. Oui, c'est très ambitieux. Yann Werling, à vous. Inspirer la COP26 et la COP15, puisque la COP15 qui va suivre tout de suite après, c'est la COP biodiversité. Il ne faut vraiment absolument pas dissocier les deux. Et d'ailleurs, les deux travaillent ensemble. Je prends une petite casquette ancien ambassadeur. Oui, Heureusement, on arrive à faire un travail ensemble. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Mais ce n'était pas toujours le cas avant. Et d'ailleurs, le message à la COP de Glasgow, c'est quand même de dire à nos amis... penser biodiversité. Et de la même manière, le coup d'après, on ira aux biodiversités, penser climat. Et
En gros, le message principal, je pense que c'est justement de faire en sorte que les solutions fondées sur la nature dont on a parlé tout à l'heure soient privilégiées dans les réponses climatiques. Vous voyez, quand on a oublié cette notion de solution fondée sur la nature, on a fait des erreurs. On a par exemple privilégié énormément l'huile de palme pendant des années, qui a fait de la déforestation massive dans les pays d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est des contre-exemples. Donc on sait que maintenant, il faut changer de logiciel et il faut penser biodiversité autant qu'on pense climat. Donc le message, il est là. Et puis évidemment, l'adaptation des territoires aujourd'hui, autant la région Île-de-France, la métropole, toutes les collectivités, tout un chacun ici, on a une responsabilité collective de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est une contribution à l'échelle mondiale. Par rapport à Glasgow, c'est malheureusement un petit peu un grain de sable dans une petite goutte d'eau, parce que l'Europe n'est responsable que de 9% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la Chine qui fait 30%. Et en fait, ce qui par contre nous concerne au premier chef et qui nous concerne nous, ça va être les effets du changement climatique. C'est-à-dire donc c'est les canicules, les inondations, et donc c'est pour ça que la région Île-de-France, c'est-à-dire que maintenant la priorité absolue, et c'est donc le chantier qu'on a lancé dès maintenant, et on va présenter un premier rapport en janvier là-dessus, ça va être un vaste plan régional d'adaptation au changement climatique. Une nouvelle COP, quoi. Avec deux axes, les inondations et les canicules, avec notamment la place de la nature en ville. Aujourd'hui, on ne peut plus, par exemple, envisager, c'est aussi dans les plans d'urbanisme, on ne peut plus envisager demain des places entièrement minérales. Par exemple. Mais voilà, la nature en ville, ça va être une solution à supporter ce 49 degrés pendant plusieurs jours, ce qui va finir par nous arriver. Jérémy Almosny, un message d'optimisme, s'il vous plaît. Oui, enfin... Oui, enfin quelques mots. C'est vrai qu'on a parlé de biodiversité, on parle d'enjeux climatiques. Ça a été aussi l'occasion cette journée de parler d'enjeux économiques. Ce que je voudrais adresser comme message à la COP26, c'est plutôt de penser transition systémique. Allez, encore un nouveau mot, mais réfléchir système et voir les effets, en tout cas, que peuvent produire des choix sur la biodiversité, sur le climat, sur les enjeux sociaux et sur les enjeux économiques, et de trouver un équilibre intelligent et savant. Et l'économie des systèmes existe, c'est quelque chose qui est en place, c'est quelque chose qui est plutôt bien outillé, et peut-être pour faire prendre corps à ces objectifs internationaux et les décliner au plus près localement, je pense qu'il sera important de construire des narratifs qui soient compris, sur lesquels il y a une certaine adhésion, pour donner aussi un avenir souhaitable et désirable, dans lequel on parlera d'adaptation, on parlera de résilience, on parlera aussi d'atténuation, une sorte de compromis, mais sur lequel on sera en mesure de porter des récits. Alors, je ne dis pas qu'il faut vendre du rêve, je pense qu'il faut vendre du concret, il faut qu'on ait un narratif qui s'appuie sur le fait scientifique, qui s'appuie sur des choses concrètes, mais qui parle aux gens et qui soit réplicable à la maille la plus locale. On a quasiment parlé de toutes les stratégies, mais dans le cadre d'un PCAET, Plan climat, air, énergie territoriale. bravo. On pourrait éventuellement traduire un plan d'action concret qui serait tout simplement une déclinaison d'une ambition plus supranationale, voire internationale, quoi. 30 secondes, Hélène Millot. 30 secondes, pas de dogmatisme écologique. Et je rejoins l'idée de Jérémy sur l'approche systémique. Et donc, si je le traduis dans les engagements de la COP, c'est vraiment d'être sur le multisolution, d'ouvrir les chakras et de faire en sorte que toutes les solutions qui permettent de réduire les gaz à effet de serre aient une place, et qu'on puisse les accélérer et qu'on facilite la mise en œuvre. Ouvrons nos chakras, Marie Honorado. Oui, je crois qu'on a une responsabilité collective qui est immense. On parle de la décennie pour agir, c'est la décennie de la bascule. Aujourd'hui, vous le disiez, il y a beaucoup d'argent sur la table avec le plan de relance, et donc notre responsabilité, c'est de diriger cet argent vers des investissements responsables qui vont contribuer à la neutralité carbone et à la restauration de la biodiversité, en voyant et en concevant des solutions fondées sur la nature comme des vraies opportunités pour rendre la ville de demain plus attractive et plus désirable. Erkan Sangli. Pour rejoindre ce qui a été dit, moi je pense qu'au-delà des engagements des États qui sont pris dans les COP, avoir des engagements qui soient pris plus près du territoire me paraîtrait intéressant, puisque moi je retiens que le Grand Paris a tous les atouts pour réussir cette promesse écologique. Mais cela dit, une fois qu'on a dit ça,
On a l'impression que la France a pris des engagements en quantité de, alors je ne sais pas, ça doit être des MTEP. Allez-y, c'est vous aussi spécialiste des acronymes. Hein. Des millions de tonnes équivalent pétrole, mais c'est pas très parlant. Donc concrètement, qu'est-ce que ça, la transformation des engagements internationaux qu'on prend en concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 230 km de vélo en plus, d'avoir cette traduction en 2030, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Je trouve que ça serait intéressant, parce que sinon ça reste un exercice intellectuellement très intéressant. Moi que j'avais approché, à un moment donné, on a voulu créer une taxe carbone il y a 10 ans, alors elle s'est créée à peu près plus tard, mais avec des succès un peu d'estime avec les Gilets jaunes. Donc je crois qu'il faut qu'on nous raconte une histoire qui soit des engagements internationaux et une traduction territoriale très concrète. Et aussi rejoindre que, pour prendre l'exemple de l'adaptation, le sujet de l'adaptation, c'est un sujet majeur. On le voit, nous, sur la partie de réseau gaz. La question qu'on a maintenant, c'est le risque résilience crue, qui n'était pas une question qu'on avait il y a 10 ans. Donc c'est une question qu'on a maintenant systématiquement. Vous parlez de crue, ça tombe bien. Monsieur le représentant des ports de la Seine. Je veux beaucoup vous surprendre, César. Il faut miser sur le fluvial. Voilà. Et miser sur le fluvial aussi parce que... 3 milliards sur 10 ans on de avait Voies dit, navigables de France pour vous aider. Oui, alors donc Bertrand disait tout à l'heure que les véhicules sur le fleuve étaient résilients. En fait, ils avaient un âge avancé, mais néanmoins, ils peuvent encore durer. Donc c'est important, avec les mêmes infrastructures, avec les mêmes équipements, de pouvoir continuer encore longtemps. Et là, c'est le cas aussi des infrastructures d'équipement, parce qu'en fait, la Seine a infrastructure constante. En fait, elle peut accepter 4 ou 5 fois le trafic actuel. Donc c'est aussi une manière d'être écologique. Très bien. Merci à vous 6. Merci beaucoup.